Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bienvenue dans le Canap Show, l'endroit où on s'assoit, on rigole et on papote. Ce soir, sortez le popcorn, rangez vos dossiers poussiéreux. On reçoit rien de moins que le procureur général de San Andreas. Oui, oui, celui qui peut ruiner votre carrière en un coup de tampon. Mais promis, sur notre canapé, il devra aussi survivre à nos questions qui piquent. Bonsoir. Hola Tony. Bonsoir, Veille. Ça fait plaisir d'être là. Et de même. Installez-vous, voyons. Bonsoir, monsieur le procureur général, Tony Corso. Bon, on va la jouer un petit peu plus cool, hein. On est sur un plateau de talk show. Tony, du coup, tu as 32 ans, tu as grandi à Milan et tu es aux États-Unis depuis l'âge de tes 10 ans. Comment ça se passe déjà ici pour toi, la vie de tous les jours ? Alors, petite correction pour ma part, je suis débarqué à l'âge de 19 ans sur le sol Ok, bon, on va américain. la refaire parce que j'ai pas envie de me tromper. Voilà. Non, je la refais. Hein. J'ai quitté la terre de Milan à mes 10 ans pour aller à Saint-Tropez où j'ai grandi une bonne partie jusqu'à mes 19 ans. Et à mes 19 ans, j'ai fait un voyage dans les États-Unis pour devenir détective privé, puis chef d'une unité anti-gang, donc au sein de la police de Liberty City. Donc t'es passé de la jet set à flic. C'est ça. Ok. Du coup, mais alors, tu as grandi dans des lieux relativement huppés, comme Milano, comme Saint-Tropez. Tu as ensuite voulu devenir détective, mais est-ce que c'était ton rêve de gosse, ça ? Un rêve de gosse. Pas forcément. Le rêve de gosse que j'avais surtout, c'était rendre fier mon père et essayer de me trouver une voie. Avant, c'était assez compliqué mon enfance et j'ai essayé diverses choses, des petits jobs à droite à gauche. Et j'ai trouvé ma vocation comme homme à tout faire. Un détective de jet set, dans le business offshore, que ce soit le business de la nuit, les entreprises, les particuliers et autres. Tous avaient des petits besoins. Et ces petits besoins pouvaient être des petites informations à récolter, aller voir des personnalités, ramener des cases. Il y avait pas mal de travail. Mais surtout, le travail de détective privé pouvait servir un milieu assez huppé, on va dire. Et on va dire que j'étais dans mon domaine pendant très longtemps. Oui, en fait, t'étais un espion, c'est ça ? Non, pas forcément. Détective, c'est plus le mot qu'on utilise dans ce milieu. Ah, c'est comme ça qu'on dit aux États-Unis. Les espions, c'est que pour les Russes. C'est ça. Ok. Mais si t'avais pas pu devenir détective et ensuite procureur, quel métier est-ce que t'aurais fait ? Quel genre de métier j'aurais fait ? Je pense que je me serais vu comme barman, dans un milieu assez branché, où je recevrais une clientèle assez huppée, de tous les milieux. Je ne serais pas regardant de leur business, de ce qu'ils font, mais je serais plus l'entremetteur des relations. La personne qui leur servirait un gin tonic ou un whisky d'exception et leur transmettre une histoire. C'est ma petite passion que j'ai, le gin tonic, le whisky, mais ça aurait été le métier que j'aurais fait si j'étais pas à cette place. D'accord, donc t'aurais pas été un cops finalement, t'aurais été un baron. Pas du tout, pas du tout. Enfin, le bar, on se retrouve forcément pour s'offrir le Je luxe. mange, mais si tu veux, serre-toi sur la table. Ah, mais avec grand plaisir, je le ferai. Je dirais que le bar, c'est vraiment là où on se repose en toute intimité, là où on peut se confesser, on peut faire de nouvelles rencontres, et sans être dérangé par l'extérieur. Ok, ça devient trop sérieux pour moi. Mais maintenant, ma question, du coup, celle que tout le monde attend, c'est café noir serré ou donut sucré ? Un noir bien serré. Oh waouh, on parlait du café, hein ? Oui, c'est ça, oui. Très serré. Oh waouh. Ok. Du coup, tu étais un gamin de la pasta. Tu as grandi dans des milieux huppés. Tu as ensuite, du coup, eu ta vocation de détective, maintenant procureur général de San Andreas. Mais est-ce que tu as fait d'autres choses dans la vie ? En vrai, j'avais une enfance qui était assez heureuse. J'ai vécu et grandi pendant toute mon enfance à Corsico. C'est un quartier très traditionnel à Milan, où on se rassemble avec toutes les familles. Et par un curieux hasard, chose que je ne savais pas, ma mère a disparu. Et mon père a précipitamment quitté le pays pour me ramener à Saint-Tropez.
C'est là que le relationnel que nous avions était assez éloigné. Il restait très souvent dans son coin et je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu lésé. Je pensais avoir une certaine liberté de savoir ce que je voulais devenir, mais je me suis laissé emporter par le vent. Sans éducation, sans véritablement l'amour que j'ai eu qu'on peut avoir de ses parents. Ben, ça n'a pas l'air comme ça, mais avant j'ai eu pas une vie tumultueuse, mais j'ai eu un petit passé de délinquant quand j'étais très jeune. J'ai fait les 400 coups et j'ai suivi la mauvaise personne. Je pense que ça a été le moment le plus important de ma vie. Un tournant où j'ai aidé un compagnon à dévaliser une pharmacie et ce dernier a eu une main malheureuse vers le pharmacien. Et en s'enfuyant, je me suis rendu compte qu'il était, on peut dire ça, asthmatique. Donc je savais qu'il allait se faire choper et je me suis livré à sa place pour le protéger. C'est ce côté famille qui est ressorti. Et je pense que j'oublierai jamais cette scène. Quand j'étais au commissariat, j'ai pas été poursuivi. Mais quand c'est mon père qui est venu me chercher, je me rappellerai toute ma vie de ce regard. C'était pas un regard de mépris, mais un regard de la déception. Ah oui, ce genre de regard, on le connaît, je pense, tous. Hein. Ce genre de regard où on a fait une grosse bêtise et nos parents, ils nous voient. C'est la déception incarnée. Ça nous fait mal au cœur. C'est encore pire que de se faire punir. En vrai, je pense que déjà l'absence de ma mère et le fait que j'avais que mon père, que je ne le comprenais pas, je pense que ce regard voulait dire beaucoup de choses. Il m'a regardé c'est vraiment ce regard qui vous transcende, qui vous transperce de part en part. Et ça m'a profondément marqué. Ça m'a profondément amené à me dire qu'est-ce que je fais de ma vie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de vraiment prendre ma vie en main et que j'ai commencé à rejoindre vraiment la jet set, à me forger une personnalité, à être au plus près du relationnel, au plus près des bars, des personnalités influentes, de la politique. Et de fil en aiguille, je me suis découvert une passion pour les enquêtes. Et ça a mis 19 ans, quand mon père a complètement disparu, sans laisser un mot, un indice, que j'ai décidé de prendre un nouveau départ sur la terre américaine. Et j'ai trouvé mes marques à Liberty City, où j'étais de nouveau détective privé pendant quelques temps. Et j'ai décidé de me convertir directement comme policier dans l'anti-gang. J'ai créé au bout de quelques années ma propre unité. Et par le pur hasard et les épreuves tumultueuses que j'ai pu avoir, je me suis retrouvé propulsé comme procureur. Puis on m'a mis à la place de procureur général assez rapidement. Et ce passé tumultueux, il t'a jamais fait défaut dans ton métier? Ça rejoignait. J'étais un gamin assez vivace. J'utilisais tout le temps mon esprit. J'avais pas mal d'occasions. Et au bout d'un moment, je savais que j'étais pas dans la bonne voie et que je devais mettre en évidence mon esprit, ma déduction vivace devait être une personne un peu plus haut. Quelque chose dans un élément qui me correspondait. Donc non, ça n'a pas forcément fait défaut. Au contraire, je pense que c'était les fondations de mon moi du présent. Ok, parfait. On t'imagine toujours très sérieux au tribunal, d'ailleurs sur ce plateau aussi, hein. Un petit peu coincé sur les bords, non? Du coup, on t'imagine toujours très sérieux au tribunal, mais quel est ton péché mignon en dehors du travail? Étonnamment, les gens peuvent voir un procureur général très sérieux qui va mettre un coup de tampon et qui va vous changer radicalement votre vie. Mais en vrai, j'ai la tchatche. J'aime beaucoup discuter avec les gens, de ma petite passion. Et je dirais avec du jazz aussi, ça serait génial. Ah oui, on part sur un peu un love to love. D'ailleurs, je vois pas de bague à tes doigts, Tony. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? J'avais quelqu'un par le passé, mais ce n'est plus le cas. Vous entendez tous? Tony Corso, cœur à prendre. On va passer sur les questions sérieuses. Du coup, tu effectues actuellement un métier très prenant, très sérieux comme on disait aussi, et qui demande beaucoup de savoir-faire, de maniement, je pense, au niveau de la justice.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier? En effet, c'est un métier qui se veut complexe si on ne maîtrise pas son éloquence, si on ne sait pas s'organiser. Tout le monde pense qu'il faut avoir une passion dévorante pour la justice, et, avoir du par cœur sur les choses. Mais je dirais d'abord, la première qualité, c'est savoir comment poser ses limites. Il y a des frontières qu'il ne faut pas franchir, et en se basant sur ces frontières, on arrive à être une personne qui connaît son métier. Donc je dirais plus être une personne organisée, rigoureuse et surtout qui a une très bonne éloquence. Parce qu'il y a une chose qui est incroyable dans la justice, et ça je vais mettre une métaphore dessus, hein, on appelle ça le Doberman vs les Chihuahuas. Oui, c'est celui qui va gueuler le plus fort qui va l'emporter. Donc c'est la personne qui a le plus d'arguments convaincants qui remportera la joute verbale, la joute judiciaire. J'ai une musique qui me vient en tête. Ooh, let this dog out! Voilà, exactement. On se rejoint, Veille. Ok. Mais alors, on va rentrer du coup dans des questions un petit peu plus sérieuses parce que bon, on est là pour parler aussi un petit peu de ton métier. Quelle est selon toi la plus grande menace actuelle sur la sécurité de San Andreas? Ça dépend des groupuscules auxquels on peut avoir affaire. Même un petit gang peut faire vaciller la sécurité de l'État. Mais je dirais que ce sont les idées du meneur d'une organisation qui sont dangereuses. Car une personne qui est convaincue de faire un changement radical, qui est contre les institutions et la politique de la ville, en fera de lui un personnage très dangereux qui serait capable de faire du mal, le gang ou le groupuscule, qu'importe sa forme, qui sera la plus grosse menace de notre État. Ok, très bien, très bon point de vue. J'ai rien à ajouter à ça. Mais du coup, il y a beaucoup de criminalité sur San Andreas, il y a beaucoup d'affaires qui se suivent les unes les autres, et même qui se juxtaposent. Comment est-ce que le bureau choisit les affaires à prioriser face à la montée de la criminalité organisée? En l'occurrence, en fait, on s'occupe de toutes les doléances des services publics, hein, quand ils ont des délits majeurs, des crimes. On s'en occupe en priorité pour pouvoir laisser place aux plus grosses affaires. Nous faisons une permanence judiciaire, que ce soit sur les enquêtes, les plaintes qu'on reçoit. En gros, en fait, on fait monter la pyramide. Car bien sûr, si la société fonctionne mal à cause de cette problématique, on sera incapable d'avancer efficacement, n'est-ce pas ? N'est-ce pas? Il nous parle de pyramide, mais bientôt il va nous vendre du shampoing. On n'est pas loin. Quelle est ta position sur les récentes critiques affirmant que la justice est parfois trop lente par rapport au travail des forces de l'ordre? La justice, elle serait lente si elle n'essayait pas de se battre. Oui, je vais reconnaître que la justice a eu un temps assez compliqué avec le départ de procureurs et de juges qui n'avaient pas la même vision de notre politique judiciaire. Mais je dirais que cette critique doit être constructive et elle doit être bien amenée. On ne peut pas critiquer quand des personnes essayent de faire de leur mieux. Il faut du personnel, il faut des moyens, il faut de l'organisation. Donc je dirais qu'actuellement, tout va bien. Parce que nous avançons efficacement, on apprend de nos erreurs, on se forge des armes efficaces contre toutes les organisations qui peuvent essayer de nous atteindre. Je pense que ma réponse c'est qu'il faut progresser pour pouvoir voir la véritable critique. Tu dis que vous travaillez efficacement et que tout va bien, entre guillemets. Mais qu'est-ce que tu vas répondre aux personnes qui estiment que les criminels sont trop facilement libres malgré les preuves contre eux? J'ai une politique qui est assez tranchante. En l'occurrence, je suis quelqu'un qui est compatissant envers les primo-délinquants. Je regarde attentivement qu'est-ce qu'ils ont fait, quel était leur rôle dans leur action. Et du moment que ces personnes useront de la violence, de tous les moyens pour faire du mal à des personnes, ce sont des personnes que je pousserai plus vers la porte du procès, que je ferai en sorte qu'ils soient enfermés le plus rapidement possible. Malheureusement, on ne peut pas enfermer tout le monde. Il n'y a plus de place dans les prisons. Non, pas forcément. Je dirais il faut de la place pour la réintégration. La réintégration, je ne suis pas totalement pour, mais je suis pour les primo-délinquants. Je crois déjà à cette première facette. Néanmoins, et ça c'est un message clair, la criminalité, ces personnes qui pensent être à l'abri en usant de la violence, en faisant pression sur les institutions, iront directement en prison. Et je suis contre cette critique que les gens disent que les criminels sortent beaucoup trop rapidement. La loi a été constituée pour faire en sorte que soit appliquée une certaine peine.
Justement, tu parles des lois. Que penses-tu des lois actuelles? Est-ce qu'elles sont suffisantes ou faut-il envisager une réforme du code pénal de San Andreas? Je ne parlerai pas d'une réforme, mais d'une base d'amélioration qui est en cours actuellement. Je vais en parler plus directement. Je parlerai de certaines formes qui ne sont pas assez... On a beaucoup de zones grises. Il y a des zones grises, oui, en effet, mais je dirais qu'ils ne sont pas assez efficaces parce que une loi, en fait, doit intimider. Je ne vais pas attaquer les contraventions, je n'ai pas attaqué les délits mineurs. Parce que dans ces deux catégories, on ne retrouve pas des violences, on ne retrouve pas des violences avec arme à feu ou des braquages à main armée. On retrouve autre chose. Donc je n'attaque pas ce domaine, je attaquerai plus le délit majeur et la partie criminelle, où là je vais améliorer les lois, qu'elles soient beaucoup plus affligeantes. Comment tu condamnerais un meurtrier qui a attaqué en 3 temps des policiers? C'est-à-dire qu'il a essayé de tuer un premier policier, puis un autre jour il essaie d'en tuer un autre, puis un troisième jour il essaie d'en tuer un autre. Comment tu traiterais l'affaire à ma place? Oh, sacrée question. Je pense qu'il irait direct au bagne. Hein. Mais tu l'inculperais de quoi exactement? Est-ce que tu lui mettrais juste un simple meurtre, tentative de meurtre? Triple homicide. C'est ça la bonne réponse en fait. Ce que j'essaie d'inculquer actuellement, c'est une politique assez pénétrante, tranchante. Voilà où se situe ma politique. Donc tu veux en fait, ta politique c'est d'étouffer ces meurtriers, ces criminels. Exactement. Tu m'as posé la question, mais je te repose la même question. Ton ami qui a eu un mauvais geste envers ce pharmacien, comment est-ce que tu l'incriminerais aujourd'hui, sachant que tu le connaissais, que c'était ton ami? Si j'étais pas cette personne actuelle, je m'en occuperais pas parce qu'il faut, il faut être impartial et c'est un autre parti qui le jugerait. Mais si je devais avoir le même cas sur ce point, je observerais son passé, sa personnalité. Je verrai pourquoi il a fait ça et je le pousserai à dire la vérité. Je serais beaucoup plus compatissant avec un primo-délinquant. C'est des mots forts que tu emploies, du coup, tu parles d'étrangler par les taux judiciaires, certes, mais tu emploies des mots très forts. Et ça dépend. Tu posais la question tout à l'heure aussi qu'est-ce que je risque si je fais ce coup-là? Qu'est-ce que je pourrais me prendre dans la tronche? En fait, ça dépend. Hein. Ça dépend si en face il y a le LSPD ou le LSSD. Est-ce que tu as un mot à dire justement par rapport à ça? Parce que le LSSD a des manières de faire qui sont très différentes du LSPD. Pas forcément de quelque chose à redire sur leurs méthodes. Est-ce qu'ils ont des méthodes beaucoup plus fortes que certains? Est-ce que ces méthodes sont adaptées à la criminalité de leur comté? Est-ce que les SPD ont des méthodes adaptées à leur circonscription, qui est Los Santos? Je pourrais dire que si on met à jour des violences ou des méthodes brutales qui n'ont rien à faire dans notre société, parce que oui, je prends en compte qu'on peut choquer la société, mais moi je partirais plus pour choquer les personnes qui veulent du mal à notre société. Mais je ne rejoindrai jamais des méthodes qui sortent de tous les cadres et protocoles mis en place par notre gouvernement et par la Constitution. Justement, est-ce qu'il y a maintenant une coopération renforcée entre le bureau du procureur, le LSPD, le LSSD et même toutes les juridictions qui peuvent être amenées à intervenir sur les différents points chauds, si je peux dire ça comme ça? On a pu constater dans le passé des moments où des institutions se sont querellées devant même les malfaiteurs, devant même des kidnappeurs, des otages, pour savoir à qui reviendra l'affaire, à qui reviendra le commandement, à qui reviendra la décision finale. C'est une question qui peut qui est très embarrassante, mais j'en tiens rigueur, mais j'ai une réponse à cela. On n'est pas là pour... J'ai pas de réponse. Non, je dirais, je vais pas être un ami pour tout le monde. Moi, je suis l'ami du peuple et l'ami de la justice. Je trouverais ça désolant. On est là pour assurer une présence rassurante et une image... Je qualifierais ça, oui, de désolant parce que ces institutions, je ne fais que le répéter chaque jour. Il faut qu'ils coopèrent ensemble pour pouvoir mieux frapper les véritables problématiques de notre société. Et ça va dans ce sens parce que c'est ce que je fais tous les jours. J'appelle dès que je peux chaque command staff, chaque superviseur pour me renseigner sur la situation et savoir qu'est-ce qui peut déranger, qu'est-ce qui peut être amélioré sur telle ou telle situation. Et oui, le procureur général, certes, n'a pas une mainmise complète sur le service public. Il est là comme conseiller juridique. Il est là pour conseiller les institutions publiques et les amener sur le pénal pour les protéger.
Et justement, mais quel est ton rôle dans ces moments-là? Je vais prendre mon exemple. J'ai été moi-même prise en otage par différents groupes, parmi 5 autres otages. Et c'était dans le but de libérer un prisonnier, Akil Shahad, qui a fait la une des journaux à l'époque. Très célèbre, oui. Et à un moment donné, donc, les 4 juridictions se sont disputées. LSPD, LSSD, le DOJ et l'USSS. Et à savoir qui dira le fin mot de l'histoire, qui libérera le prisonnier, parce qu'il y avait des négociations en cours, que nous, on était actuellement en danger de mort, sous leurs yeux. Et est-ce que c'est pas à ce moment-là que le procureur peut intervenir pour dire stop les gars, déjà vous nous faites honte, et en plus de ça, c'est moi qui vais trancher. C'est une situation où je me ferai pas encore des amis, mais j'irai droit au but. Il faut différencier 2 choses. Les garants de l'ordre et les garants de la loi. Les garants de l'ordre, c'est tout ce qui est LSPD, SSS, LSSD. Toutes ces personnes sont les primo-intervenants sur le terrain. Nous, en notre sens au DOJ, nous avons plus un aspect final qui sera la loi. Parfait, Tony, tu as répondu à toutes les questions. Je vais repartir sur un truc un peu beaucoup moins sérieux, parce que bon, ça a été très sérieux jusque-là. Que ça. Merci pour tout ça. J'ai une dernière question. Du coup, quelle a été ta défense la plus dingue? Je dirais que ça a été. Alors, c'était pas en qualité de procureur. Malheureusement, j'ai pas fait autant d'affaires au procès, parce que quand on arrive au procès, c'est que l'affaire est assez gros pour pouvoir incriminer une personne. Par contre, j'ai dû défendre un dossier en qualité de chef de l'anti-gang. C'était l'histoire d'un individu qui avait brûlé tout un bâtiment. Il a juré devant Dieu qu'il n'a fait ça que pour assouvir les besoins de Dieu, de brûler les mécréants. Beaucoup de gangs y résidaient, des jeunes très à problème. À vrai dire, cette personne avait des croyances envers Dieu. C'était très compliqué parce qu'il niait tout, il disait qu'il ne se rendait coupable de rien, que Dieu lui avait dicté de faire ce devoir. Finalement, il a été condamné, mais je me suis retrouvé face à des questions d'un avocat qui a basé sa défense sur le peu de lucidité qu'avait son client. Donc je dirais que c'est l'affaire la plus loufoque que j'ai eue jusqu'à présent. Faut bien qu'il gagne sa vie à la fin du mois. En vendant son âme au diable, peut-être. C'est pour ça que je suis pas avocat. Il devait bien payer. Très bien payé même. Ok, muchas gracias, Tony Corso. Tony Corso, un tonnerre d'applaudissements pour Tony. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment un véritable plaisir. Merci d'être venu. Muchas gracias, Tony Corso, âgé de 32 ans, un cœur à prendre et procureur général, ça doit bien payer. Ça paye bien, procureur général? L'argent n'est pas important, c'est tout ce que j'ai à répondre. Ok, il a suffisamment d'argent pour vous, mesdames. Merci Tony pour être venu sur ce plateau. C'était le Canap Show avec May Reyes et Tony Corso. Merci.